Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Cyclo. Bien aujourd'hui, nous allons débattre 3 thèmes sur le vélo, autour du vélo. Et j'ai avec moi des invités prestigieux. Jeanlin Sprit, qui est un spécialiste de l'ultra-distance. Il va nous parler un petit peu d'un Tour de France spécial qu'il va entamer le 11 juin avec Arnaud Manzanini. Tu vas nous en parler. À côté de lui, Cécile Choubaev, qui est une spécialiste des mobilités, du vélo urbain, qui a l'habitude de parler de ce vélo en ville. Et on va voir évidemment, un des thèmes de notre débat sera le vélo star du déconfinement, puisqu'on vient à peu de choses près terminer le confinement et on voit que le vélo est en plein boom. De l'autre côté avec nous, Athénaïs Delimé. Bonjour Athénaïs. Donc Athénaïs, spécialiste aussi du vélo urbain, de la sécurité. Elle est venue d'ailleurs à vélo avec son magnifique casque Bimojo. On va parler de sécurité parce que sortir à vélo sans casque, malgré que dans la loi mobilité, le casque ne soit pas obligatoire, mais ça protège quand même, hein, évidemment. Elle nous parlera de la sécurité. Et à côté d'elle, eh bien, nous avons Brice Giacone, le consultant bien connu dans le milieu professionnel. Nous allons parler, donc troisième thème, nous allons parler du calendrier UCI qui a été un petit peu modifié avec ce confinement. Remodelé. Le calendrier UCI, les compétitions vont redémarrer au début août, avec en point d'orgue, alors si on prend en France le Dauphiné libéré, et ensuite, le Tour de France, on vous en reparlera. Le Tour de France du 21 août le 29 août, au 20 septembre. Et évidemment, Radio Cyclo, on vous en parlera tout à l'heure, sera présent dans le cadre de son Radio Cyclo Tour. Voilà. Premier débat, mesdames, spécialistes de la mobilité, le vélo, star de ce confinement. Alors, il y a eu des interrogations. Est-ce qu'on peut faire du vélo pendant le confinement? Alors après le confinement, évidemment, il y a eu des choses qu'on va aborder. C'est les pistes cyclables provisoires qui ont été mises en place. Dans certaines villes, enlevées au bout de 2 semaines ou moins de ça. Alors, Cécile, le vélo réellement star du déconfinement? Alors, tu as d'abord parlé du confinement. Effectivement, il y a eu une période où on ne savait pas trop si on pouvait utiliser le vélo ou pas pendant le confinement. Ça a été un peu une cacophonie. Et puis, la FUB a réussi à obtenir l'aval du ministère, comme quoi, justement, le vélo était un outil de déplacement, un moyen de déplacement, un mode de déplacement très important et que pendant le confinement, on pouvait aussi pratiquer le vélo. Alors, il était un petit peu, effectivement, en berne pendant cette période-là, mais on a réfléchi parce qu'on a bien pensé que les transports en commun seraient un vrai souci. La crise sanitaire fait que la distanciation sociale est nécessaire. Donc, on a bien pensé que ce serait difficile de relancer les transports en commun et que tout le monde allait se remettre dans sa propre voiture individuelle. Donc, c'est un vrai problème. Donc, effectivement, on a réfléchi en quoi le vélo peut être un outil favorable. C'est un mode de transport individuel, donc aucun contact, à l'air libre. Et du coup, effectivement, c'est le mode de transport idéal. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été lancées au niveau national. Bon, le vélo, depuis 1 an et demi, vraiment a un soutien fort au niveau de l'État. Mais là, on a vraiment pris conscience que le vélo pouvait vraiment aider cette crise sanitaire. Donc déjà, pendant le confinement, il y a des sociétés privées, des petites sociétés qui ont commencé qui exploitaient des services de vélo, par exemple, et qui ont commencé à prêter leurs vélos aux hôpitaux pour aider les soignants à se déplacer sur leur lieu de travail. Et puis, il a émergé l'idée qu'il fallait... que les pistes cyclables temporaires pouvaient être une solution. Donc ça, c'est une idée qui est née plutôt à l'international. On a entendu parler de Bogota, qui est la première ville qui a fait cette annonce justement d'installation de pistes cyclables temporaires. On a vu très vite qu'effectivement, on pouvait ouvrir, mettre en place et puis changer finalement ces pistes. Et donc, l'État français a considéré que c'était une idée phare. Et il y a beaucoup de collectivités qui se sont lancées sur ce sujet. On a installé du coup des plots
pour dessiner des pistes cyclables sur lesquelles du coup, des flots de vélos pourraient se déplacer. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une bande, une voie de circulation peut accueillir à peu près 800 voitures heure, 800 personnes heure, pardon, et une voie de circulation pour une piste cyclable est même beaucoup plus productive. Donc, c'est assez intéressant comme comparaison. Et du coup, aujourd'hui, on a à peu près 1000 km de pistes cyclables qui sont installées sur le territoire français. Toutes les villes se sont lancées sur ce sujet. La première, alors je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je ne vais pas nommer de ville parce que là c'est un peu risqué, mais en tout cas il y a beaucoup de villes qui se sont lancées. Paris bien entendu, Grenoble qui bien sûr, Strasbourg, bon, eux, ils sont déjà très en avance. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après, l'État a mis en place d'autres éléments pour favoriser justement le fait qu'on sorte les vélos des caves. Parce qu'il y a quand même pratiquement 9 millions de vélos dans les caves et qui ne sont pas toujours utilisés. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un vélo qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc il y a eu la fameuse opération coup de pouce. Exactement, voilà. Qui a été mise en place par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et puis l'État, hein, puisque c'est l'État qui finance. On lisait l'autre jour que sur un budget de 20 millions d'euros au départ, il était, vu le succès de toutes ces opérations, le budget était triplé, donc on passe à 60 millions. C'est ça. Alors, tu as bien parler de ce vélo, de ce déconfinement, l'utilisation du vélo. En termes de sécurité, parce qu'on parlait de pistes cyclables qui se trouvaient provisoires entre les voitures. J'étais l'autre jour avec nos amis des coursiers solidaires de Marseille sur une piste cyclable provisoire sur le Prado, pour ceux qui connaissent, et nous étions, le bus nous passait à ras des fesses, les voitures de l'autre côté. Alors depuis, les pistes ont été supprimées, à Marseille en tout cas, avec une réflexion sur un vrai plan vélo, idem sur Aix-en-Provence. La sécurité, parce que toi tu travailles beaucoup, Athénaïs, dans la sécurité, c'est pas tout de mettre des pistes cyclables à disposition de tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus de gens, du coup, avec ce déconfinement, qui se sont mis au vélo. Et c'est pas tout, du coup, de lancer ça sans étudier les risques, on va dire. Alors, toutes les municipalités qui ont mis en place ces pistes cyclables temporaires ont des équipes qui ont travaillé avec les équipes de la CEREMA, de la FUB, du gouvernement et avec les équipes locales d'aménagement du territoire pour justement mettre des pistes cyclables en priorité sur les axes qui en avaient besoin. C'est le premier élément de sécurité pour les cyclistes, c'est de leur prévoir une voie qui leur permet du coup d'être vraiment en sécurité. Alors certaines ne sont pas assez larges, mais déjà la voie avec les plots permet de les protéger du flot des voitures et des camions. Ensuite, il y a un enjeu aussi de connaissance des éléments obligatoires à avoir sur un vélo. D'où le coup de pouce vélo, qui est les éléments obligatoires, c'est les freins, mais c'est également les éclairages. Parce qu'en fait, l'éclairage, même de jour, permet d'être ultra visible. Quand on est dans des files de voitures ou quand on est sur une piste cyclable et qu'il y a une voiture qui tourne, si vous avez un phare, vous êtes visible. Alors que si vous n'avez pas de phare, la voiture ou le camion peut ne pas vous voir. Et ensuite, il y a un enjeu de communication et de formation de ces nouveaux cyclistes. Et du coup, c'est pour ça que l'État, dans le coup de pouce vélo, a également mis le savoir rouler. Donc, il y a un dispositif qui avait été lancé avec le plan vélo. Apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Exactement. Il y avait un dispositif initial qui était en partenariat avec les fédérations, donc FUB, mais également la fédération de vélo et puis d'autres fédérations de cyclisme et autres. Et donc l'idée, c'est d'être accompagné par un moniteur sur quels sont les éléments clés à savoir quand on est en vélo pour être en sécurité. Et notamment, c'est les angles morts des camions et des bus. Absolument à éviter, parce que donc ne jamais doubler un bus ou un camion par la droite. Il vaut mieux le doubler par la gauche parce qu'au moins il vous voit. Il n'y a pas d'angle mort, oui. Alors il y a toujours un angle mort. L'angle mort est des deux côtés, mais disons que quand on double par la gauche pour aller à l'avant, devant lui, sur le sas vélo, au moins au moment du démarrage au feu, les gros véhicules vous ont repéré. Et donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels les fédérations communiquent. Et nous aussi, en tant que Bimojo, on communique avec un peu tous les conseils clés que les cyclistes ont en tête quand ils roulent. C'est aussi les portières de voiture. Être toujours à 1 mètre de distance d'une portière de voiture parce que la portière peut toujours être ouverte et c'est le premier risque d'accident des cyclistes en ville.
Voilà. Tu travailles beaucoup, toi, avec la FF Vélo, hein, dans le cadre de la sécurité. Alors, le casque, malheureusement, que tu commercialises, n'a pas été rendu obligatoire dans le cadre de la loi l'homme, hein, la loi des mobilités. Pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les enfants de moins de 12 ans, oui, quand même. Alors, vous qui faites du vélo, messieurs, parce que là, on parle de vélo urbain, mais quand vous allez faire votre petit tour de vélo, et on reviendra tout à l'heure sur le Tour de France, Jean-Lin, vous êtes aussi en ville. On s'aperçoit qu'il y a quand même... On pensait que l'incivilité des voitures se serait calmée durant le confinement. Vous qui êtes ressorti depuis, Jean-Lin, toi, forcément, avant d'être en campagne et de faire le Tour de France, tu es dans les villes. Hein, tu as remarqué un changement Pas énorme pour l'instant, mis à part le fait qu'il y ait plus de vélos en ville, c'est indéniable. Il y a une petite vidéo qui tournait sur Internet il y a quelques temps de ça, notamment je crois que c'est le gouvernement ou une société colombienne qui prenait en fait les chauffeurs de bus, qui les mettait sur des vélos en randonnion, mais vraiment les uns derrière les autres, et qui ne roulent pas. Et il y a un bus qui leur passe à 60-80 cm, à 30 ou 40 km à l'heure, juste pour que eux... Pour les sensibiliser. Pour les sensibiliser. Et c'est hyper intéressant de voir la remarque. Ils sont complètement paniqués à l'idée d'avoir le bus. Déjà, rien qu'avant que le bus arrive, sachant qu'ils sont prévenus par l'exercice, ils se rendent compte du bus qui arrive, et là, ils sont morts de trouille. Et c'est hyper intéressant. Cette vidéo-là, je trouve extrêmement intéressante, autant pour les cyclistes que pour juste la personne qui est en voiture, pour le chauffeur de bus, le chauffeur de quoi que ce soit, qui se rendent compte aussi de ce que ça fait sur un cycliste, le fait d'avoir un bus qui passe à 50-80 cm, même à 30 km à l'heure. C'est une telle masse d'air qui se déplace et qui perturbe le cycliste qui est à côté qu'on se retrouve très vite en fait déstabilisé. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se mettre ou se remettre au vélo pour justement, c'est un vrai problème, pour des histoires de sécurité, qui ne se sentent pas en sécurité. Or, aujourd'hui, on voit que, en termes de ce qu'on appelle le vélo taf, le vélo urbain, la plupart des gens travaillent pas très loin, où il y a beaucoup de gens qui travaillent à 5, 6, 8 km de chez eux et qui pourraient prendre le vélo. Brice, tu as ressorti ton vélo, toi, en sortie de déconfinement? Alors oui, j'ai ressorti mon vélo. Et en écoutant Athénaïs et Cécile, j'avais noté 3 points qui moi, m'avaient interpellé et que j'allais questionner. Et Athénaïs a répondu à ces 3 points, donc merci pour ça. C'était les points, si effectivement les pistes cyclables, certaines n'avaient pas été construites un petit peu en dépit du bon sens. La question sur la formation, parce que je pense que c'est un point nécessaire. Et qu'est-ce que c'est une bonne piste cyclable dans nos villes qui se développent? Athénaïs, tu as répondu à ces 3 points et je pense que c'est hyper important d'avoir ces éléments tous, qu'on les ait bien en tête pour pouvoir correctement anticiper la suite de ce développement et le mieux vivre ensemble entre les différents modes de déplacement. Alors, il y avait 2 choses compliquées pendant ce confinement. Les gens qui ont l'habitude de faire du vélo tout le temps, ils se sont sentis frustrés, des fourmis dans les jambes. Les vélocistes n'ont jamais vendu autant de home trainers, donc y compris alors les pros. Les pas pros, tu as fait du home trainer, toi, pendant ce... Ouais, j'ai fait du home trainer. J'ai même monté un groupe sur Strava avec l'idée de favoriser des comportements responsables durant le confinement, avec l'objectif en fait de cumuler tous ces kilomètres qui étaient réalisés par tous les cyclistes chez eux, sur l'home trainer, d'abord pour se motiver, pour s'entraider, et ainsi de suite, et avec l'objectif de trouver une société qui finance en fait chaque kilomètre parcouru par l'ensemble de la communauté sur Strava, pour essayer de trouver et donner évidemment ces fonds-là aux personnels soignants qui sont déployés, qui continuent à se déployer de manière extraordinaire pour sauver des vies tous les jours. Et l'idée, c'était ça. J'ai pas trouvé de financement, mais bon, la communauté a existé. Il y a eu à peu près 4000 membres, un peu plus d'un million de kilomètres parcourus sur Home Trainer en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça donnait un petit peu ça donnait en tout cas un peu de matière. J'ai essayé de faire ça. Bon, j'ai pas trouvé de financement, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a eu des dossiers qui ont été déposés dans des sociétés qui ont donné de l'argent par ailleurs. Je pense notamment à la Groupama et à la FDJ, qui ont donné beaucoup d'argent au travers de leur fondation, notamment pour des associations, que ce soit au travers de la Croix-Rouge et la PHP notamment. Alors, il y a eu des compétitions qui ont été, où vous avez peut-être participé. Les grandes courses, on les a retrouvées sur Home Trainer digitaux, on va dire, où on retrouvait les copains, on retrouvait des gens qu'on ne connaissait pas. Il y a eu une vraie problématique, c'est qu'on est tombé assez rapidement en rupture de stock.
Et justement, cette rupture de stock avec le vélo le vélo start du déconfinement, eh bien, on retrouve cette rupture de stock sur tous les matériels. Il y a un vrai problème hein, là pour même celui qui a envie de se mettre ou se remettre au vélo. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Le problème, pas la personne qui cherche le vélo, mais dans les grands magasins tels que Decathlon, on peut les citer, des files d'attente énormes et des rayonnages complètement vides. Chez les vélocistes, j'étais l'autre jour chez Culture Vélo à Marseille. Eh bien, ils fournissent les vélos qui restent. Et puis après, il n'y a plus rien. Ça pose un vrai problème. Ça. Je crois que le premier problème, c'est d'abord les pièces détachées. C'est que sur le coup de pouce vélo, les premiers éléments qui sont changés, c'est les freins, et les chambres à air, et que sur tous ces petits éléments, on n'a pas le stock. On commence à être en rupture de stock. Enfin, c'est ce que disent en tout cas l'ensemble des revendeurs que j'ai rencontrés récemment. Et puis le deuxième sujet qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de réparateurs aujourd'hui de vélos. Et donc du coup, Elisabeth Borne a lancé l'Académie du vélo pour former plein de nouveaux réparateurs dans les prochains mois, pour avoir plus de réparateurs. Parce que il y avait déjà un mois d'attente chez les réparateurs vélo avant le confinement. Donc là, il y a certains, j'ai même entendu pour fin août. Et après... Alors si on ne peut pas faire de vélo avant fin août, Cécile, vous en avez tous entendu parler, mais Cécile, tu as peut-être suivi ça, où il y a eu l'opération coup de pouce. Tout le monde a été très enthousiaste au début, les vélocistes, les clients, et puis les vélocistes sont un petit peu revenus en arrière. Il y a eu des problèmes en disant c'est pas à nous de faire l'administration, de faire l'avance de trésorerie, et du coup petit à petit il y a des vélocistes. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, Cécile, tu as l'information, qui se sont retirés du dispositif en fait? Ça, je suis pas au courant. Brice, tu en as entendu parler, ou Athénaïs? Moi j'en ai rencontré. Et il y en a effectivement qui ont choisi d'arrêter parce qu'en fait, il y a énormément de paperasse. Il faut prendre la photo du vélo avant, la photo du vélo après, lister l'ensemble des réparations. Il y a un certain nombre de factures qui sont refusées parce qu'il n'y a pas indiqué coup de pouce vélo sur chaque ligne. Et puis, il y a effectivement l'avance de trésorerie où le gouvernement devait rembourser sous une semaine. Et là, 15 jours, 3 semaines après, c'était pas encore arrivé. Ça devait arriver. Là, j'ai pas eu d'infos sur cette semaine. En tout cas, en fin de semaine dernière, c'était pas encore arrivé. Je pense que l'État fait de son mieux pour justement rattraper ça et qu'ils ont été un peu submergés par les demandes. Et du coup, ce qu'ils font, il y a un certain nombre de réparateurs qui demandent aux clients de préparer leur dossier en ligne parce qu'il faut mettre sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. pour éviter qu'il y ait des personnes ou des vélos qui soient réparés 4 fois. Et donc, du coup, les réparateurs demandent aux usagers de préparer le dossier et ensuite complètent. Mais ça leur demande quand même pas mal de démarches administratives. Et il y en a qui le font en disant c'est bien aussi, ça permet de promouvoir le vélo, ça permet de promouvoir l'esprit du vélo. Et c'est un certain nombre de personnes qui se mettent au vélo. Donc, on va encourager ça. Brice? Moi, j'avais une question à l'attention de Cécile et Athénaïs. Est-ce que ce boom qu'on perçoit depuis quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'on a des signes qui sont plutôt positifs pour se dire ça va continuer et que ce n'est pas malheureusement juste un effet de mode, il fait beau, on a eu un confinement qu'on a tous vécu plus ou moins bien et que, je ne sais pas, septembre, octobre prochain, on retombe un petit peu dans l'anonymat du vélo en termes de mobilité? Alors, Jeanlin ou Cécile et Jeanlin. Vas-y, Cécile, dis-moi. Quelle idée tu as là-dessus? En fait, le vélo a pris un vrai essor déjà depuis 2 ans, parce qu'il y a une politique nationale qui est mise en place. C'est vrai que là, le déconfinement, c'est un instant magique qui va vraiment relancer encore plus la donne, rebattre complètement les cartes. Et il y a une telle promotion qu'effectivement, les gens vont se mettre au vélo et vont comprendre qu'effectivement, sur des petits trajets, puisque comme tu le disais tout à l'heure, 60% de nos trajets font moins de 7 km, c'est vraiment, le vélo est vraiment pertinent pour cette distance. Et donc, on n'a pas besoin de la voiture, quoi. 60% de nos déplacements sont faits en voiture, c'est une folie. Donc, voilà, il faut... donc là, je pense, moi, que ça va être pérennisé. Après, bien entendu, certains vont revenir à la voiture, hein, ça c'est clair. On ne va pas trop revenir, je pense, au transport en commun tout de suite. Et le vélo, on espère que ça va être maintenu grâce à toutes ces actions quand même qui sont mises en place. Tu as dit, c'est tout, comme disent les spécialistes du vélo, c'est vraiment tout un écosystème. Il y a les politiques nationales, il y a les collectivités qui, du coup, il y a une espèce d'émulation. Les collectivités veulent participer. Les citoyens entendent ce nouveau
normalement, c'est très ancien, le vélo, mais bon, pour eux, pour certains, c'est nouveau. Pour certains, c'est nouveau. Parce qu'on l'a oublié aussi. Les grandes villes, si les centres-villes vraiment déjà développent déjà le vélo, c'est tout un écosystème. Tu as parlé des réparateurs vélo, effectivement, là, avec l'Académie du vélo qui va être relancée à nouveau, il y aura 250 réparateurs qui vont être formés cette année, 500 l'an prochain. Voilà. Là, il y a une économie de vélo qui est en train de se reformer, de prendre vraiment une structure, une force, une puissance, et on est tous à l'écoute de ça. Et je pense qu'il y a une vraie émulation et on espère tous que en fait, tout le monde va garder, va acheter ou alors louer ou voilà, se mettre ou donner son vélo à quelqu'un qui voudrait. Ouais. Et puis poursuivre, quoi. Jean-Lin, tu voulais rajouter? Oui, je voulais rajouter juste une chose. Je crois que l'essor du vélo et même des mobilités urbaines en général est arrivé aussi, en tout cas sur Paris, à exploser aussi à partir des grèves où tout le monde, en décembre, au moment des grèves, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, en prenant un vélo aussi pourri soit-il, on arrivait à aller au boulot sans transpirer une goutte. Subitement. J'exagère un tout petit peu en disant ça, mais c'est à peu près la réalité. En décembre, c'est plus facile. Oui. Et en disant que c'est plus facile. Et finalement, on se rendait compte qu'on arrivait à l'heure, et finalement, notre boss n'était assez content finalement qu'on arrive à l'heure, et ainsi de suite. Bon, bref. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est pas qu'une histoire de vélo. Je crois que c'est une question de comment j'arrive au boulot. Alors, il y a eu l'argument écologique qui est arrivé en plus à ce sujet-là. Effectivement, tous les efforts de l'État avec les coups de pouce, les pistes cyclables, ponctuelles, pas ponctuelles, et ainsi de suite. On peut déplorer certaines choses parce qu'effectivement, c'est quand même, j'ai eu des échos, je connais quand même quelques vélocistes, et les échos que j'ai eus par rapport aux coups de pouce, c'est un peu laborieux à mettre en place, mais on ne peut que saluer le fait qu'il y a un effort qui va dans cette direction-là. Ça, c'est une certitude. Il suffit de se les balader sur les trottoirs de n'importe quelle route, de n'importe quelle ville pour se rendre compte que tous les moyens de déplacement, que ça soit un vélo, une trottinette, un je sais pas quoi électrique, un overboard, un leaderboard, un ce que tu veux board, en fait, on peut pas continuer comme ça à avoir des vélos et des engins électriques qui se déplacent à 35 km/h à fond sur les trottoirs avec des gamins, des personnes âgées ou pas, peu importe, ça marche pas. Donc c'est là aussi où il y a un axe, je pense, de travail à réaliser. Il suffit pour s'en convaincre, il suffit de voir la taille des pistes cyclables, que ce soit dans les pays, je suis désolé, j'habitais aux Pays-Bas, donc voilà, je vais prendre les Pays-Bas, je sais que c'est le bon exemple, mais c'est une réalité, les pistes cyclables sont gigantesques, les parkings à vélo sont gigantesques, et en Allemagne, je sais que c'est exactement la même chose, et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est toute cette économie-là et toute cette structure-là, en fait, qui est en train de se mettre en place. Donc oui, il y a toujours un moment de cacophonie. Oui, les gouvernements sont en train de réagir et ça prend du temps. On ne construit pas un parking de 10 000 vélos en claquant dans les doigts. Ça me semble juste à peu près une évidence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va arriver. Je veux dire, les gouvernements sont plus que conscients de ce qui est en train de se passer. Ils le voient tous les jours. Il faut quand même... Ils connaissent peut-être pas le prix de la baguette tous les jours, mais bon, ça va pas y retourner quand même. Donc, et ainsi de suite. Donc, ni du ticket de métro en parlant de mobilité. Exactement. Alors, bon, là, il faut... L'objectif, on le dit bien, on le dit toujours, ça n'est pas d'opposer. Ça n'est pas d'opposer le piéton, le vélo, trottinette, la voiture, etc., les transports en commun. Comment tout le monde travaille ensemble ? C'est d'avoir une vraie politique qui permette à tout le monde de cohabiter correctement, de manière citoyenne, intelligente, etc. Est-ce que, Brice, tu rajoutes quelque chose là-dessus? Juste pour rebondir là-dessus, sur le Tour de France. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que moi, ma crainte par rapport à ça, parce que communiquer dans ces moments-là, c'est le plus important et communiquer habilement, c'est de... Moi, ma crainte, c'est de se dire, est-ce que toute cette émulation autour du deux roues et du déplacement, on va dire, doux, est-ce que ça va pas amener une stigmatisation de ceux qui utilisent ou utiliseraient encore leur voiture, leur moto, leur scooter? Il ne faut pas hésiter à les stigmatiser, en fait. Les avis sont partagés. On ne tombe pas dans une... Il y a le bien, le mal, les bons, les méchants. Et en fait, quand on... Alors, les réseaux sociaux sont une chose, mais on tombe très vite dans ce truc où moi, j'ai le vélo. Et ici, on défend tous le vélo. Hein. Mais moi, j'ai le vélo, donc, voilà, je suis dans le droit chemin. Et ceux qui ont les voitures ne le sont plus. Non, voilà, il faut surtout pas, c'est ce que je disais, il ne faut surtout pas opposer. Voilà, merci pour ce premier débat. Nous allons passer au deuxième sujet, où c'est toujours à vélo, évidemment. Et nous avons donc Jean-Lin avec Arnaud Manzanini, ils vont nous parler de leur aventure. Ils partent le 11 juin pour faire le Tour de France.
on va dire, des extérieurs, c'est-à-dire des côtes, des frontières terrestres, etc. Exactement dans le sens inverse où tu l'as dessiné. C'est super. Donc ce Tour de France, vous l'avez imaginé tous les deux. On sait qu'Arnaud Manzanini et toi, vous êtes des spécialistes de l'ultra-distance, ce qu'on appelle l'ultra-distance. Vous avez l'habitude de faire des kilomètres et des kilomètres. Et donc l'idée est venue tout simplement parce que vous deviez faire chacun de votre côté une rando. On appelle ça une rando. Arnaud, une belle rando, hein. Mais Arnaud devait faire la transcontinentale qui devait partir de Brest, je crois, pour arriver en Bulgarie, donc traverser une partie de l'Europe. Et toi, tu devais faire donc une belle rando sans assistance, je crois, pour traverser les États-Unis d'ouest en est, d'ouest en est. Voilà. Donc tout ça, évidemment, avec la pandémie, a été annulé. Vous connaissez, on s'est vu, nous d'ailleurs, la dernière fois sur une course qui s'est arrêtée juste au moment du confinement, le dimanche. C'était la Blue Train Historic Race, qui devait partir de Cannes, organisée par notre ami Luc Royer, qui devait partir de Cannes à vélo électrique ou musculaire et arriver à Londres. Vous avez été obligé de vous arrêter à Lyon, puisque bon, tout a été arrêté. Et donc, ce que vous aviez prévu pour cet été annulé, et vous vous êtes dit, en deux spécialistes de l'ultra-distance, allez, on fonce, on va imaginer quelque chose. C'est ça. Exactement. Alors, je suis très flatté que tu me caricatures en tant que spécialiste de l'ultra-distance. Alors, je vais rester juste gentiment à ma place aussi. Il y a beaucoup de Français qui sont des fans absolus de l'ultra-distance. Alors, on va juste essayer de donner un mot de l'ultra-distance. Pour certains, c'est 200 km et pour d'autres, c'est au-delà de 4000. Donc, chacun son débat et chacun sa notion de l'ultra-distance. Il y a énormément de Français, et d'ailleurs beaucoup de Français ont été depuis des années promoteurs vraiment de la randonnée à vélo. Il y a énormément de spécialistes en France qui font ça depuis des années et dont tous les jeunes actuels, au fait, qui sont parfois arrivés du pignon fixe, en fait, parce que ça a été une tendance aussi urbaine, et qui sont arrivés vers le vélo, puis le vélo de course, puis des distances plus longues pour certains. D'autres sont allés vers le VTT, d'autres sont allés vers d'autres chemins. Donc, je veux juste rester vraiment à ma place par rapport à ça. Arnaud, qui vous voyez, il n'est pas là aujourd'hui, il ne pouvait pas se rendre ici, mais lui, il a quand même traversé déjà les États-Unis véritablement d'ouest en est. Deux fois, au travers d'une course qui s'appelle la RAM, la Race Across America, et qui fait 5500 km. Et là, vous avez toute une assistance derrière vous qui vous emmène au travers de ce périple-là. Donc ça, c'est un autre... Alors, je précise, pour être finisher sur la Race Across America, donc tu as dit 5000 et quelques kilomètres, il faut le faire en moins de 12 jours, c'est-à-dire 440 km par jour en moyenne. En moyenne. Avis aux amateurs. Ouais. Ça, c'est pour le plaisir. C'est un véritable... Voilà, c'est un vrai challenge. Là, l'idée de la RAM, c'est vraiment une performance, ce qui n'est pas du tout notre attention là aujourd'hui. Le Tour de France Randonneur, c'est une organisation, en fait, c'est une randonnée permanente qui est organisée par le club qui s'appelle l'US Métro, qui est pas très loin d'ici, qui existe depuis 1969. Qui est reconnu dans le monde de l'ultra-distance et parmi les randonneurs français. Hein. C'est une randonnée. Il existe deux rythmes pour effectuer cette randonnée-là. L'une s'appelle la première version qui est la plus rapide, c'est-à-dire en moins de 30 jours, s'appelle la version randonneur, et l'autre qui est touriste, qui est donc au-delà de 60 jours. Donc, ou jusqu'à 60 jours pour réaliser ces 4800 km, 4880 km en l'occurrence. Donc, vous partez le 11, alors vous partez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ça que tu m'as dit. Vous partez dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans les aiguilles d'une montre. Vous partez d'où déjà? On part de Honfleur, direction le nord. Donc, on va vers 800, Bergue, on traverse l'île, on arrive dans le pays du Thiérache, on arrive au nord de Metz, on descend vers Strasbourg, on continue, on contourne... on passe par les Vosges, le Jura, on arrive du côté du côté d'Annecy, on traverse toutes les Alpes jusqu'à Nice, on arrive à Nice, on remonte vers le Mont Ventoux et on redescend vers Rivesaltes et on traverse toutes les Pyrénées
Et avant d'arriver une grosse centaine de kilomètres, si j'ai bonne mémoire, avant Hendaye, on bifurque à droite et on remonte tout droit vers Saint-Émilion, on boit un coup. C'est le chemin de la Vélodyssée, je crois, qui remonte par là. Absolument. Ouais. Et là, on ne prend pas la Vélodyssée, en revanche, parce que s'il y a un parcours obligatoire, on parle peut-être juste après, on remonte donc de Saint-Émilion vers Nantes, et après, on prend toutes les côtes bretonnes et normandes jusqu'à Honfleur. Et les spécialités culinaires, c'est une pause ou non? C'est tout à fait permis, voire recommandé. Alors justement, vous allez. Est-ce que vous avez envie que des gens vous suivent, évidemment, suivent ce que vous allez faire, mais des gens à vélo? Est-ce que par rapport à vos étapes, il y a des gens de clubs, vous communiquez évidemment très bien sur les réseaux sociaux. Est-ce que des gens vont vous suivre? Vous avez envie que des gens vous suivent à vélo sur quelques kilomètres, sur une centaine de kilomètres? Oui, Arnaud a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et il a eu la bonne idée. Moi, je lui ai proposé le projet et lui a proposé l'aspect communautaire. Ce qu'on souhaite véritablement faire, c'est notre parcours va être publié. On va avoir un tracking live, donc vous allez n'importe qui va pouvoir nous rejoindre et savoir exactement où on est, à quel moment on y est, et donc n'importe qui va pouvoir nous rejoindre au fur et à mesure du parcours. On a déjà reçu énormément de messages et je tiens vraiment à remercier tous ceux et celles qui nous disent « Ah, je me retrouve à tel endroit, je me retrouve à tel endroit ». On sera plus que ravis de vous voir et de rouler avec vous. Surtout passer devant, on prendra vos aspirations, je pense qu'on sera un peu fatigué. Vous aurez un petit peu les jambes fatiguées. Il y a un drone qui vous suit, non? On n'a pas de drone, on va avoir quelques caméras, des petites caméras avec nous, on va faire un petit montage sympa évidemment à la fin. Est-ce que déjà les étapes sont prévues, bien ciblées, en disant on s'arrêtera là et puis vous avez trouvé des gens qui vont vous héberger, etc. etc. Alors, donc le parcours de l'US Métro, il y a 61 points de passage obligatoires, donc le parcours est tracé. On a eu, je tiens vraiment merci d'ailleurs à l'US Métro, on a eu une ou deux dérogations parce que le parcours ne passe pas théoriquement par le Mont Ventoux. Donc ça fait une petite grimpette quand même entre les deux, mais on l'a rajouté et ils nous ont dit oui avec grand plaisir et ainsi de suite. Donc ils ont été extrêmement ouverts à ce niveau-là et je tiens vraiment à les remercier parce que ce sont des personnes qui sont complètement bénévoles et qui font ça avec ce qu'ils ont connu depuis très longtemps. Donc il y a aussi toute une histoire et un passé. Donc évidemment changer un peu des habitudes, c'est pas forcément évident pour tout le monde et c'est comme ça qu'ils l'ont accepté et je tiens vraiment à les remercier pour ça. C'est pas trop compliqué de démarrer ce parcours, donc 4000 et quelques kilomètres, juste un mois après le déconfinement, c'est-à-dire un mois d'entraînement? Vous êtes confiant? Oui. Non, on a... On ne peut pas se préparer pour une épreuve comme ça un mois et demi ou 2 mois ou 3 mois à l'avance. Enfin, moi, j'en suis pas capable. Arnaud, peut-être, je pense pas. Il est pas comme ça. Enfin, tel que je le connais, il est pas comme ça. Il se prépare sérieusement à longtemps à l'avance. Il le fait depuis septembre l'année dernière. On s'est entraîné complètement différemment d'ailleurs l'un et l'autre. On se retrouve sur la route aisément et facilement. Il y a plein de techniques en fait pour remplacer les entraînements avec des répétitions d'efforts à plusieurs niveaux d'intensité sur du long terme avec un home trainer. C'est extrêmement efficace sur des entraînements très spécifiques. J'ai vu beaucoup de personnes, au travers notamment du club sur Strava, faire des 24 heures sur vélo, des personnes qui ont fait 830 bornes en 24 heures sur un home trainer pendant le confinement et ainsi de suite. Enfin, des trucs assez extraordinaires. Moi, je suis admiratif dans ça. J'en suis strictement incapable et voilà. Mais le home trainer permet véritablement une expérience et un entraînement hyper spécifique et hyper précis là-dessus. Aucun problème. J'ai une question un peu simple, un peu simpliste. 4000 km, ça me semble être des distances, mais faramineuses. On souffre à quel niveau? Plutôt aux pieds, aux mains, au dos? Enfin, au bout de 3000 km, on est dans quel état? C'est la tête qui souffre. Il faut avoir le mental. Alors, moi, la plus longue distance que j'ai réalisée, c'est 1200 km. La première fois où j'ai fini 180 km, c'était en montagne dans les Pyrénées. Je ne pouvais plus m'asseoir le lendemain. La deuxième fois où j'ai fait 350 ou 330 km en Angleterre, j'avais les tendons d'Achille en feu. Donc tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure en fait. Et moi, je l'ai vraiment appris comme ça, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai eu des problèmes, des bobos, d'abord aux chevilles, aux fesses, aux pieds et ainsi de suite. La position en fait que tu adoptes sur le vélo rend la pratique déjà beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est la première chose. Et après, chacun est différent, donc
Peut-être que Arnaud va plus souffrir au niveau des pieds et moi plus au niveau des fesses ou l'inverse, enfin j'en sais rien. Enfin, Il faut- Et puis chaque course est différente. Parce que les chaleurs, l'environnement influent énormément. Alors, il y a la tête, hein, c'est la tête qui commande, hein, il y a le mental. Il faut surtout pas se tromper de réglage et de vélo, on y reviendra tout à l'heure. Brice, tu avais une question? Oui, parce que quand on reçoit un cycliste ou un coureur rapide qui fait de l'ultra-endurance, forcément ça évoque beaucoup de choses. Et pour le grand public, c'est un peu genre surhumain. Et moi, ma question est toute simple. Comment est-ce qu'on fait pour démystifier un petit peu cette aura ou cette image qu'on peut avoir auprès du grand public par, je sais pas, en expliquant comment on s'entraîne, comment on s'alimente. En somme, comme on est un petit peu monsieur et madame tout le monde, non? Moi j'ai commencé le vélo il y a 6 ans en faisant du vélo taf en pignon fixe dans Paris avec des freins. Ensuite j'ai enlevé les freins. Ensuite j'ai rencontré ma femme, j'ai remis les freins. Et elle a eu raison et je l'en remercie. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a dit « Tiens, viens, on va faire un tour dans les Pyrénées ». Il m'a dit « Bon, achète un vélo avec des vitesses, ça pourrait être sympa ». C'est ce que j'ai fait. Et tout ça pour dire Tu vas que… retirer tes petits trous, j'imagine. Voilà, exactement. J'ai retiré mes roues, j'ai mis des coussins un peu à droite à gauche et tout. Il a enlevé les stabilisateurs, c'est ça que Exactement. Et ça se fait au fur et à mesure. C'est que j'aurais été incapable de me lancer sur un défi, de me lancer sur 1200 bandes comme ça en claquant dans les doigts du jour au lendemain. Enfin, moi, j'en suis incapable. Certains en sont capables peut-être et bravo, chapeau. Et je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il faut être… pour moi, le truc le plus sincère, c'est d'être fidèle à ses propres perceptions. C'est-à-dire, ah oui, ça, je m'en sens capable ou non, je m'en sens pas capable. Et lorsque je m'en sens pas capable, la question qui me vient, moi, c'est et si je voulais vraiment, est-ce que c'est suffisamment important pour moi pour me dire de quoi j'ai besoin pour pouvoir y arriver? Et si j'ai une petite voix qui commence à me dire ah ouais, non, mais c'est hyper important, là, j'ai vraiment envie de le faire en fait. Qu'est-ce que ça me prend? Et à partir de ce moment-là, ben, là, tu sais que tu es prêt à mettre des moyens pour y arriver. Et peu importe que, enfin, tu vois, j'ai pas une carrière de sportif de haut niveau ou je sais pas quoi avant moi, j'ai pas tout ça du tout. Je suis juste monsieur lambda qui a fait un peu plus de vélo et qui a continué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis voilà, il y a une vidéo de Mike Hall qui est un peu le mentor de l'ultra-distance qui est décédé. Donc c'est un monsieur qui a inventé la TCR que Arnaud devait faire, donc la Transcontinental Race que Arnaud devait faire au mois de juillet, qu'il a importé des États-Unis en fait et qu'il a amené en France. Et il est décédé malheureusement dans une course en Australie. Les circonstances sont plus ou moins claires. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les débats qui animent la communauté cycliste à cet endroit-là. C'est pour ça que je reste un peu flou. Iki dit dans une de ses vidéos, et puis you start riding a bit more and a bit more and a bit more. Voilà. Tout est dit. Tu avais une question et après on passera à l'autre sujet. Puis, non, on terminera sur le sujet. Je laisse poser la question sur les détails et le vélo, les petits détails qu'il faut. Plusieurs questions. Donc du coup, c'est pas du mental à fond. Il y a quand même une préparation physique, mais est-ce que il faut être mentalement vraiment préparé ou est-ce que c'est un entraînement à plusieurs? Deuxième, quand est-ce que vous partez et sur quel site on peut vous suivre pour pouvoir suivre un peu le trajet? Ouais. Et combien de temps vous pensez mettre pour le faire? Ouais. On part donc le 11 juin, donc jeudi prochain à 5h du matin, Donfleur. Ok. Direction le nord, en espérant qu'il ne pleuve pas trop, voilà, parce que les prévisions ne sont pas super pour le moment. On pourra nous suivre, on va publier sur le Facebook et d'Arnaud et le mien le lien pour les sites live pour pouvoir nous suivre, pour suivre nos traces, donc ça directement sur notre Facebook directement. Donc Arnaud Manzanini et Jean Insprit. Comment on se prépare mentalement? Je crois que je peux pas en faire une généralité. Ça serait prétentieux de faire ça. En ce qui me concerne, j'ai toujours voulu faire un truc un peu fou. Voilà. D'accord. Donc mon conditionnement, il est peut-être à cet endroit-là. Pour moi, c'est fou, tu vois, parce que je fais 4885 km. Pour d'autres, ça va être, j'en sais rien, moi, traverser, enfin, tu vois, faire un tour du monde. J'en sais rien. Ou pour d'autres, ça va être j'en sais rien, un Paris-Orléans, parce que ça sera un exploit pour eux, pour une raison X ou Y. Donc je crois qu'en ce qui me concerne, en tout cas, c'est le sens que ça représente
qui me soutient dans ce cheminement-là, tu vois. Voilà, je prends plus ça comme presque, tu vois, comme un peu une recherche intérieure aussi. Ok. Voilà. Et donc, tu n'es pas cycliste professionnel, tu le fais à côté d'un job, tu as pris un temps... J'ai pris un temps, effectivement, pour préparer ça, ouais. Pour préparer le défi qu'il devait faire et qui finalement se retrouve sur Tour de France du Tu randonneur. penses que tu vas retrouver ton job? Un autre. Toutes Le les mien. télés. Alors, juste pour suivre, hein, il disait qu'on sera sur les réseaux sociaux de Jeanlin, d'Arnaud Manzini, mais aussi on vous retrouvera évidemment sur les pages des réseaux sociaux de Radio Cyclo. Est-ce qu'il faut, juste on termine là-dessus, un vélo spécial? Alors, c'est plein de petits détails qu'il faut régler avant, hein, ça c'est important. Est-ce qu'on a un vélo spécial? Toi, je t'ai vu la dernière fois, tu avais un vélo un petit peu étudié hein, pour la Blue Train Race, Historic Race. Ouais. Tu repars avec ce vélo, qu'est-ce qu'il a de spécial ce vélo? Sans rentrer trop dans la technique. Hein. Ouais. Parce qu'on se suit après. Jérôme me connaît un peu. Pour moi, le vélo, en l'occurrence, il est très, très stable. Et c'est ça qui est fondamental parce que le premier facteur, en fait, la première dépense d'énergie sur un vélo, c'est d'avancer. La seconde consiste à stabiliser son vélo. Et mes réflexions et mes recherches au fur et à mesure et mes discussions et les échanges que j'ai eu avec plein de personnes m'ont poussé à demander à Mathieu Chollet, en l'occurrence de Pêche-Trégon, de construire un vélo avec une fourche qui n'a pas de déport, donc qui est plus long, qui est extrêmement stable. Et au tel point d'ailleurs que je vais monter une boîte avec des vélos comme ça. Mais c'est véritablement ce sujet-là qui fait pour moi la différence sur le vélo. Donc c'est un vélo qui a été pensé par toi, fabriqué... Pas que par moi, parce que d'autres aussi ont par penché. d'autres, parce qu'il y avait eu déjà des réflexions là-dessus, Oui, depuis mais 1930. qui est bien adapté à ce genre de randonnée finalement. Donc Ouais, résultat des courses, départ le 11, arrivée on ne sait pas, on 25 suit sur les réseaux sociaux, 25 jours après, en tout cas on va vous suivre. Mais qu'est-ce qui va se passer aussi parallèlement, et c'est là que notre ami Brice intervient, en fait vous allez faire le Tour de France avant le Tour de France, et si dans la foulée tu participes à la Race Across France qui est organisée par Arnaud Manzanini, la Race Across France va sur certains endroits, va ouvrir la route aux coureurs du Tour de France à peu de choses près, puisque la Race Across France est à la mi-août ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, les compétitions, mon ami Brice, Oui. qu'est-ce qui se passe là? Donc le calendrier UCI a été... Pour l'instant, il ne se passe rien d'ailleurs. Il se passe rien. Si, des courses virtuelles. Des courses virtuelles. Des courses virtuelles. Ça, Il y a eu le Tour de Suisse, il y a eu des exactement, il y a grands eu tours le Tour comme d'Italie ça, aussi, le Tour d'Italie. le Giro, ouais. Donc le calendrier UCI a été repensé, Ouais. puisqu'il y a des courses qui avaient été carrément annulées, des courses professionnelles, mais des courses aussi reportées, dont le Tour de France, on en Exactement. parlera. Donc le calendrier UCI redémarre le 1er août, c'est ça? Exactement. Ça s'est fait en plusieurs temps. Il faut se dire ça va démarrer un tout petit peu, ça va démarrer la dernière semaine de juillet. Mais vraiment, le 1er août, ça va être les grandes épreuves qui vont démarrer. En 15 semaines, on va avoir quasiment 7 mois de compétition qui auraient dû normalement être étalés tout au long de l'année 2020, de la saison 2020. Donc on s'achemine vraiment vers une saison et une fin d'année 2020 exceptionnelle. Très concentré. Ouais, qui est peut-être pas super fun pour les équipes, les coureurs, parce que logistiquement, personne n'en parle, mais c'est un enfer pour organiser les transferts des équipes, les déplacer d'une course à une autre, parce que tout va s'enchaîner. Mais en tant que suiveur, il y a quand même une petite excitation et on a hâte de voir peut-être des défaillances qu'on n'attendait pas, des retournements de situation. Enfin, c'est assez original et on a hâte d'y être. Parce que globalement, pour les coureurs, les équipes, on a un entraînement qui a été complètement tronqué, arrêté, Complètement. et qui repart là. Donc, Exactement. alors, pas dans tous les pays d'ailleurs, les Colombiens ont continué de s'entraîner sur les hauteurs. Hein, donc, est-ce qu'il n'y a pas justement des gens qui vont être plus favorisés que d'autres sur les grands tours? Peut-être que sur une course d'une journée, sur les grandes classiques, peut-être que ça ne jouera pas, mais sur les grands tours, peut-être. C'était une des grandes interrogations au début du confinement, parce que même en Belgique ou des pays qui étaient très proches de la France en termes de frontières, les coureurs pouvaient s'entraîner. Mais en fait, entre maintenant en France le déconfinement et la date de reprise des grandes compétitions, c'est-à-dire au début août et le Tour de France fin août, tout le monde aura le temps et de s'entraîner. Alors évidemment, peut-être que le 1er août, personne ne sera au même niveau. Mais en tous les cas, le Tour de France, tout le monde aura les 10-12 semaines pour être au top et être vraiment prêt le 29 août pour
combattre ou concourir pour le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Alors, on démarre le calendrier début août par une course à étapes où on a les Ça va classiques tout enchaîner, italiennes, non? Alors, il y aura une course qui va se dérouler notamment en Chine fin juillet. Et de mémoire, le calendrier français démarrera par le Tour d'Occitanie. Parce qu'il y a aussi deux choses à préciser. C'est qu'il y a eu d'abord le calendrier européen, on va dire, ce qu'on appelle World Tour, toutes les épreuves élites du calendrier. Et ensuite, il y a eu le calendrier de chaque pays, le calendrier italien et le calendrier français. Ce qu'il faudrait juste dire par rapport au calendrier français, c'est saluer toutes les organisations qui drive et qui s'occupent du vélo français tout au long de l'année. Je pense à la Ligue, à toutes les organes qui en découlent. Je pense à la Fédération française de cyclisme, qui, pendant toutes ces semaines de confinement, ont œuvré pour travailler et favoriser le maintien des courses, des épreuves du calendrier français, le maintien des salaires pour les coureurs français, communiquer avec les équipes. Il y a eu une vraie, on va dire que tout le monde a œuvré dans le même sens. Il y a eu des tensions, tout le monde n'est pas satisfait. Il y a des courses qui ne pourront pas se dérouler malheureusement. Je pense au Trobreléon dans le Finistère, qui est une course phare du calendrier français. Mais voilà, le cyclisme français va sortir de cette période. On pouvait s'attendre à pire. On pouvait s'attendre à pire. Alors, la première course à étapes, on va dire, le Dauphiné, qui aura lieu... Qui aura lieu au début du mois de juin. Du mois de juin? Du mois d'août, pardon. Ah, du mois d'août. Bon. Je suis tellement pressé que... Donc, tellement pressé de remonter sur un vélo. Donc, ça c'est la course préparatoire habituellement du Tour de France et puis des grands tours. Parce que, alors, habituellement, dans l'ordre des grands tours, nous avons le Giro. Nous avons le Tour d'Italie au mois de mai. Le Giro, Tour d'Italie. Ensuite, on a le Tour de France. Et après, on a la Vuelta, le Tour d'Espagne, en général au mois de septembre. Donc, tout ça a été un petit peu chamboulé. Oui. D'ailleurs, tiens, on va être en termes d'actualité. Je crois que c'est au moins, courant septembre, il y a 3 grandes courses en même temps, ou les arrivées du Tour de France en même temps que le Paris-Roubaix. Alors, ce sera le 25 octobre, voilà. Où on a une étape dantesque en Italie de montagne. Où on aura notamment le Paris-Roubaix masculin et féminin, une première. C'est important de le souligner. Elles avaient décidé de le faire, les deux. Bah voilà. Donc 25 octobre, on saura où. Donc il y a plein. C'est pas forcément les mêmes coureurs qui font le Paris-Roubaix et un grand tour. Hein. Non, mais ça va être un vrai casse-tête parce que ceux qui prendront part au Giro, donc au Tour d'Italie, au Tour de France ou au Tour d'Espagne, seront obligés de faire des concessions sur d'autres objectifs dans l'année. Si ils arrivent vraiment à se régler et à vraiment peaufiner leur affaire, ils peuvent viser peut-être 2-3 objectifs, mais là il va vraiment falloir trier. Il va falloir trier dans et les donc équipes. Du coup pas se louper. Et juste pour préciser, éclaircir un petit peu quand on dit que ce sera une année exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 grands tours qui se chevauchent, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, ce qui est quand même extraordinaire. Et on va avoir des épreuves, des grandes classiques, des courses d'un jour qui se déroulent en même temps que le. Donc il faut faire le choix. Est-ce que ça sera un choix de sponsor? Il y a déjà eu des choix de sponsors. On pense notamment au Tour d'Espagne et au Tour d'Italie qui privilégient leurs équipes nationales. Peut-être exactement d'un niveau inférieur, mais qui ont des sponsors ou une entité ou un siège en Italie ou en Espagne. Ça veut dire, si je comprends bien, habituellement on pouvait enchaîner 2 tours. On pouvait même parfois, ça se fait plus de nos jours, mais il y a des très grands coureurs qui ont pu enchaîner les 3 tours. Donc là, c'est quasiment impossible. Ça se fait. Alors là, si ce sera possible. En fait, ça se fait encore. Il y a le dernier en date, c'est Christopher Froome qui a enchaîné en 2017. Il a gagné le Tour de France et ensuite le Tour d'Espagne un mois après. Ironie de l'histoire, si on fait le Tour de France donc du 29 août au 20 septembre, on a quasiment un mois de repos avant d'enchaîner le Tour d'Espagne. Et dans une saison normale, c'est à peu près le temps qu'il y a entre ces 2 épreuves. Donc, des coureurs, s'ils sont un petit peu motivés, pouvoir enchaîner. Qui tu vois? Alors, je vous le dis, nos amis qui travaillent avec nous sur Radio Cyclo, donc on est en train de mettre en place le Radio Cyclo Tour, qui va évidemment suivre le Tour de France. A priori 4 heures d'antenne par jour, avec une partie vélo, une partie directe, une partie avec les clubs, la FF Vélo, et une partie avec nos amis de TVD Chef, une partie, on va dire, gastronomie, gourmande, etc. Parce que Cécile le disait tout à l'heure. Donc on se retrouvera et vous êtes tous les bienvenus. Le Tour de France, alors le Tour de France féminin,
n'existe plus depuis quelques années. Par contre, ASO, qui est l'organisateur du Tour de France masculin, parle de le remettre en 2021. Je ne sais pas si les problèmes que nous avons connus vont faire que ça va être repoussé. Mesdames, ça vous aurait dit de faire le Tour de France, Athénaïs ? Alors de le faire avec Radio Cyclo, oui, ça j'imagine. Mais de faire le Tour de France à vélo, vous êtes passionné de compète ou vous êtes vraiment vous uniquement dans la partie vélo urbain, vélo monsieur, madame, tout le monde, tous les jours, vélo pour les enfants? Alors moi personnellement, je suis une cycliste urbaine. Le vélo est vraiment un outil de déplacement. Et je suis assez fascinée justement par ces sportifs que je croise de plus en plus aujourd'hui. Ça commence à me chatouiller. Aller faire le Tour de France, ça me semble un peu tôt. Après, il y a les Bornés qui l'année dernière ont breaké l'étape du Tour. Et justement, ont emmené une équipe qui n'était pas du tout de haut niveau, mais avec l'ambition de se dire on est capable d'aller faire l'étape du Tour et quel que soit notre niveau. Et justement, on va casser les mythes de je ne suis pas capable de le faire. Donc ça donne envie, ça chatouille bien. Et après, moi j'ai été bluffée. Ça fait peu de temps que je suis dans le cyclisme parce que à l'origine, j'étais pas du tout dans cet univers-là, sur le fait que c'est un univers très masculin. Et donc, je suis hyper heureuse d'entendre que les fédérations, ASO ou les organisations commencent à se dire, mais en fait, où est la place des femmes aujourd'hui? Et quand j'entends des féministes de cet univers-là qui disent, attendez, il y a une conférence pendant le confinement sur le sujet de la mobilité, il y avait 12 intervenants, il n'y avait pas une femme. Alors, moi, ça me semble au départ, il n'y avait sidérant pas en une 2020. femme, mais après, il y a des gens qui ont râlé. Et il y a eu une ou deux... Il y a Olivier Schneider de la FUB qui a laissé sa place à une femme de son équipe, qui est tout aussi... la vice-présidente de voilà, la FUB. la vice-présidente, que tu as d'ailleurs interviewée au congrès de la FUB. Et qui était aussi bien, mais effectivement, on est dans un univers très masculin, donc c'est très bien. Et aujourd'hui, si on veut que le vélo prenne sa place en ville, dans les déplacements, c'est aussi en écoutant les femmes, parce qu'elles se déplacent différemment des hommes, donc dans le sport et dans l'urbain. Alors, avant de donner la parole à Cécile, tu as cité les Bornés pour ne pas faire de jalouse. Il y a les Bornés qui œuvrent, il y a le groupe Elfond du vélo qui œuvre, et dans le sud de la France, je crois que c'est sur Montauban ou pas loin, il y a K-Cycling aussi, qui... tu as toujours rêvé de faire le Tour de France, toi, Cécile? Alors moi, je faisais du tennis en fait. C'est vrai, tiens, je vous le dis, elle a participé à Roland Garros cadet ou junior il y a quelques années. Oui, il y a 2 ans, j'étais cadette. Une sportive de haut niveau. C'est bien ce que je me disais. Voilà, c'est tout. Et non, moi j'aime. Maintenant, du coup, j'ai mal aux genoux, donc le tennis un peu compliqué. Donc le vélo, au moins, on peut se poser, ça fait du poids en moins. Donc moi, je fais beaucoup de vélo maintenant. Je fais beaucoup pour... voilà, j'en fais 1 heure par jour quand même. Bravo, J'aime beaucoup le vélo. Si je pouvais le Tour de France, je le ferais. Et je me dis qu'il y aurait peut-être un Tour de France vétéran. Là, je peux me préparer et j'attaquerai le Tour de France vétéran avec grand plaisir. Jean-Lin, tu aurais aimé faire le Tour de France? Tu vas le faire, hein, le Tour de France randonneur. Ouais. Mais non, pro, non. Non, moi, je suis admiratif devant ce qu'ils font et ainsi de suite, mais c'est pas. Je crois que je cherche pas la perf pour la perf. Je cherche la perf dans mes entraînements pour que lorsque je pars faire un tour qui est aussi long ou court soit-il, que je me sente bien. Et c'est ça qui me donne beaucoup de plaisir, c'est de pas souffrir à un moment donné et d'être bien sur mon vélo et de peu importe la vitesse moyenne à laquelle je roule, c'est pas le débat. Mon débat, c'est juste d'y arriver. Brice, un favori pour le Tour de France? Moi, mon favori, un Français, il a pris malheureusement sa retraite, mais un Français... Tu parles de Bernard Hinault, non? Non. Ça fait longtemps qu'il a pris sa retraite. Ça fait quand même quelques années, effectivement. On va dire Thibaut Pinot. Hein, Thibaut Pinot, français, qui malheureusement l'an dernier, en montagne, a eu un problème de genou. Une terrible histoire, de terribles images. Tous les fans de vélo ont encore, quand on revoit ces images, on est toujours un peu... Il était favori, il pouvait y arriver cette année. Mais il était clairement au-dessus. Il était clairement au-dessus. On l'a vu... moi, il y avait une étape qui était marquante. C'était, il y a eu sa victoire au Tourmalet qui a fait énormément de bruit. L'étape du lendemain dans les Pyrénées, quand on arrivait au Prat d'Albi, où il a lâché à la pédale un par un chacun de ses adversaires, là, on était, je pense, au sommet de l'art d'un cyclisme, de ce que peut nous procurer un cycliste français depuis de très, très, très nombreuses années. Voilà. Donc, si on arrive à revivre ce type d'émotion j'allais dire en juillet, mais non, en septembre prochain, on signe tout de suite. Et je voudrais juste
préciser ce qu'on a dit sur le cyclisme féminin. Donc, il y a un énorme engouement du cyclisme féminin. Il y a un vrai marché qui est porteur, notamment pour les marques. On a parlé aussi des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes d'influenceuses, notamment les bornées au passage. Il faut préciser que ASO va relancer aussi la course by le Tour de France donc, du coup, le 20 septembre. C'est-à-dire qu'il y aura une course féminine sur les champs qui précédera l'arrivée des hommes, l'arrivée de la course masculine sur les Champs-Élysées. Voilà. C'est timide, c'est peu. Voilà, il faut s'en servir comme base solide pour créer et fonder des choses par-dessus. Alors, un tour, vous me répondez tous, un tour ou une grande course sans public qui vous pousse dans la montée de l'Alpe d'Huez, le Ventoux, on n'y passe pas cette année, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si le tour va avoir lieu, on va dire, avec tout le monde sur le bord de la route, ou à huis clos, ou le village d'arrivée dans les villes étapes, ou le village de départ ne sera peut-être pas là, sans la caravane, sans le Grand Barnum. Est-ce que c'est réellement le tour comme ça? Parce que c'est comme le foot ou le rugby à huis clos, un stade vide, on n'a pas les gens derrière soi. Quand on voit ces images avec les gens qui vous poussent presque à monter ces grands cols, ça serait dommage. Hein. Alors ce serait dommage parce que toujours on aime bien évoquer la fête populaire qui est le Tour de France. Il y a tous les acteurs du monde du vélo, soit les médias, les coureurs, les équipes, ils ont tous dit que c'était inenvisageable de faire une course et un Tour de France pendant 3 semaines sans public. Mais il faut aussi se dire, alors c'est absolument pas ce que je souhaite, il faut aussi se dire qu'il y a énormément de courses durant la saison, où il n'y a pas grand monde sur le bord de la route. Il n'y a pas grand monde. Donc on fait comme si c'était une révolution, qu'il n'y ait personne sur le bord des routes. Il y a des courses qui se déroulent où il y a très peu de public, évidemment en zone de départ et en zone d'arrivée. Sur le parcours, très peu. Mais évidemment, on parle de courses qui sont qui sont inférieures et mineures au Tour de France. Donc le Tour de France en tant que tel, comme monument, comme mythe, évidemment que c'est inenvisageable de se l'imaginer loin d'une ferveur populaire. Donc il y a très peu de chances que ça se déroule de cette manière-là. En tous les cas, on l'espère et ça voudra dire que la pandémie et toute cette période-là sera un petit peu plus loin derrière nous. Bon, on le voit déjà dans les matchs de foot, dans les stades sans public. On entend les joueurs se parler, c'est un peu étonnant. Oui. On n'est pas habitué à ça. Et les joueurs de tennis le disent que quand ils jouent à domicile, la ferveur les porte énormément. Mais ça, bon, il y a effectivement des règles, des gestes barrières, l'éloignement. Donc peut-être que cette année, on va avoir des compétitions sportives diverses qui vont être un petit peu différentes. Alors, eux, ils souhaitent que la foule en délire les pousse dans la montée du Mont Ventoux avec Arnaud Manzanini. Sur le vent. Attention, le vent à l'arrivée, parce que le Mistral dans le nez à l'arrivée du Ventoux. Alors, généralement, il est Arnaud rarement favorable. Oui, absolument. Bien, merci. On a vu tous les sujets. Vous aviez quelque chose à rajouter sur vélo urbain, un souhait, Cécile? Une petite boutade pour terminer. Il aurait fallu faire le Tour de France en Bélarus. Ah oui, mais de notre côté, pourquoi? Parce que tout est ouvert là-bas, on peut, rien n'est fermé. Alors bon, on va l'appeler le Tour de France. Pour conclure, Athénaïs, sécurité, les casques sur le vélo, même si ça n'est pas le casque Bimojo. Moi, je l'utilise personnellement, je vous promets. Je me sens en sécurité avec. Parce que les gens me voient. Oui, alors en fait, juste pour en parler, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, la spécificité de ces casques, c'est qu'en fait, ils sont lumineux. Et donc, du coup, on a un éclairage à l'avant et à l'arrière. Alors moi, je roule avec le cœur, j'adore rouler avec un cœur. Mais on peut changer de mode, il y a une appli, on peut avoir juste un triangle rouge comme ça. Là, c'était une croix qui a été développée pour les soignants pendant le Covid, pour qu'ils roulent et qu'ils soient repérés. On peut aussi être simplement comme ça ou en feu d'artifice. On peut même mettre son message. Et donc l'idée, c'est de dire surtout, on a des clignotants à ma télécommande qui s'enclenchent avec une télécommande et qui permet d'indiquer qu'on tourne. Et ça, en fait, tous mes clients me disent, tous les cyclistes me disent, ça change complètement parce qu'en fait, c'est les motards et les voitures qui me disent, mais c'est génial, on sait où vous allez, on vous voit hyper bien. En plus, les clignotants sont aussi devant. Donc du coup, il n'y a pas de doute, quand je suis à un rond-point ou à une intersection, on me voit et il n'y a aucun doute. Et puis en plus, si je freine, ça se met automatiquement en rouge. Alors, je vais vous montrer avec l'accéléromètre, un accéléromètre qui permet sur la télécommande ou la montre connectée, qui permet donc d'allumer, oups, je suis là, c'est un casque où on peut rouler en toute sécurité. Voilà. Brice, pour conclure. Moi, j'avais 2 questions par rapport à Athénaïs. Déjà, j'aime beaucoup le cœur.
Je pense que ça peut attendrir tous les automobilistes, ça peut être Ça sympa. les détend. Voilà. Faut pas s'approcher. Est-ce que le port du casque, dans les mois et les années qui vont venir, ça va être une règle et le port du casque sera obligatoire, oui ou non? Alors en fait, il y a énormément de fédérations qui sont contre l'obligation du port du casque parce qu'il y a des antécédents comme quoi l'obligation du port du casque freine l'usage du vélo. Moi, la réalité que je vois, c'est que tous les soignants, tous les urgentistes, à chaque fois que je leur montre, me disent « mais en fait, le casque fait une telle différence quand on a des gars qui arrivent aux urgences, et ben avec et sans casque, il y a une différence phénoménale. » Et donc, même s'il n'est pas obligatoire, surtout si vous roulez en vélo électrique, mais quelle que soit la rapidité, le casque fait une différence et en fait ça permet, quand on voit l'état des casques après une chute, quand ils sont cassés en deux, on se dit que pour notre cerveau, qui est quand même la chose la plus importante parce que c'est ce qui nous permet de vivre et de nous déplacer, ça vaut le coup et puis d'investir dans un bon casque parce que j'ai souvent des réflexions, ah ouais mais... j'avais prévu de mettre 5 € dans mon casque. Non, en fait, un bon casque, c'est pas le premier prix et vraiment les résultats en cas de chute sont. Enfin, il y a eu une étude que Choisir il y a 2 ans là-dessus en fonction des casques. Notre casque n'y était pas encore, mais vraiment le port du casque est fortement recommandé, même par les autorités. Et juste pour préciser, en termes de visibilité, quand il y a un accident, une voiture qui tape par l'arrière ou par l'avant d'un cycliste, dit toujours ou dit souvent je l'ai vu trop tard ou je l'ai vu au dernier moment. Il faut savoir que quand on roule 80-90, on respecte la limitation. Et bien quand on voit quelqu'un à 50 mètres ou 80 mètres, c'est une seconde. C'est 3 secondes. C'est 3 secondes. En voilà, fait, donc, une voiture fait du 30 mètres à la seconde quand elle roule à 90 km/h. Donc ça veut dire qu'il lui faut 2 secondes pour arriver au niveau du cycliste. Donc trop tard. Donc pour ça qu'il vaut mieux le voir avant. Jean-Lin, pour conclure, merci d'avoir été avec nous. Pour conclure, donc démarrage le 11, encore un petit peu d'entraînement, on peaufine les petits détails sur la machine. Exactement. Et puis on va à Honfleur à vélo ou vous amenez le vélo en voiture à Honfleur. Vous êtes des petits joueurs, hein, si c'est ça. Hein. Eh bien, on va assumer le statut de petit joueur. Je sais qu'on n'est pas de ce bande près, mais quand même. Et on va assumer complètement le statut de petit joueur. On arrive la veille au soir avec Arnaud à Honfleur. Et on part le lendemain matin, 5 h du matin, le 11 juin. Donc. On vous souhaite en tout cas une pleine réussite à ce projet, le Tour de France des randonneurs. Beaucoup. On vous suivra, on vous encouragera. Merci Jean-Lin, mesdames, merci. Brice, Jérôme. on se retrouve sur le Radio Cyclotour. Normalement, c'est bien parti. Tu nous assureras les directs sur la ligne d'arrivée, en français, en anglais, en espagnol, en américain, en anglais. Il te reste encore quelques... En biélorusse, traductrice. J'ai bien compris le message. En tout cas, merci d'avoir participé à Avec cette grand plaisir, émission autour du vélo. Puis on se retrouve évidemment 24 h sur 24 sur Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Merci, à bientôt. Bientôt.